3 ans avant le krach financier, Alan Greenspan s'est rendu au village natal d'Adam Smith, Kirkcaldy, pour rendre hommage au grand penseur. Selon Greenspan, il est difficile d'imaginer que la masse actuelle de transactions internationales puisse amener à la relative stabilité économique que nous connaissons si elles ne sont pas conduites par une version internationale de la main invisible de Smith. In recent decades, a vast risk management and pricing system has evolved, combining the best insights of mathematicians and finance experts. The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year. Et ainsi, avec une foi quasiment mystique en la main invisible, des mots pris hors contexte, la structure intellectuelle du marché libre fut créée. Bien sûr, les opinions divergent sur la question de la liberté des marchés. Certains pensent qu'il faut les laisser fonctionner librement. D'autres n'y sont pas favorables et pensent qu'il faut intervenir pour assurer la justice sociale, l'équité, tout ça. Mais la plupart des gens vont en fait accepter l'existence du libre marché. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer le marché libre, mais vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Mais voilà le plus grand mythe sur le capitalisme. Parce que qu'est-ce que vous entendez réellement par marché libre? Prenons l'exemple du travail des enfants. Aujourd'hui, dans tous les pays riches, le travail des enfants est très réglementé. Mais il fut un temps où c'était monnaie courante. En 1720, Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, a fait l'éloge de certaines régions d'Angleterre où les industries textiles, en offrant des emplois à des enfants à partir de 4 ou 5 ans, leur permettaient de gagner leur vie. Au début du 19e siècle, au Parlement britannique, un groupe de réformateurs sociaux engagea la toute première tentative officielle pour réguler le travail des enfants. À l'époque, de nombreuses voix s'élevaient contre cette disposition, car on pensait que celle-ci tentait de saper les fondations du marché libre, en particulier la liberté de commerce. Alors, il prétendait que ces enfants voulaient travailler et que ces gens voulaient les employer. Où était le problème? Aujourd'hui, beaucoup trouveront cet argument absurde, car il est communément admis que la société doit refuser certaines pratiques au nom de l'intérêt général. Donc, l'exemple du travail des enfants illustre magnifiquement bien que le concept de marché est avant tout une construction politique. Tous les marchés sont régis par un important cadre réglementaire. Je les compare aux filins auxquels on suspend les maîtres du kung-fu dans les films de Hong Kong. Les marchés sont comme ça. Si vous acceptez les valeurs politiques intrinsèques de certaines réglementations, celles-ci deviendront invisibles comme des filins au cinéma.
Souvenons-nous de l'esclavage. Un véritable marché libre sans restriction, dont les seules considérations étaient les pertes et profits. Un marché accepté par tous comme étant la norme. L'un des premiers à identifier les fondements intellectuels de l'esclavage et le danger à séparer la logique économique de la réalité sociale et humaine fut un contemporain d'Adam Smith, ancien esclave et philosophe. C'est ici, à Chama, au Ghana, qu'il est enterré, à l'ombre d'une ancienne geôle d'esclaves. Nous voici réunis devant sa tombe pour rendre gloire à Dieu qui nous a donné ce magnifique philosophe. Anton Wilhelm Amo fut le premier à pointer l'aberration d'une science échafaudée sans tenir compte des réalités humaines du capitalisme. Comme pour tant d'autres, l'histoire d'Amo a basculé à son départ d'Afrique sur un bateau chargé d'esclaves. Parmi les esclaves, parmi ceux qu'on traitait comme des marchandises, certains étaient issus de la noblesse. Certains faisaient preuve de qualité précoce à leur arrivée en Europe. Amo, le jeune esclave noir, fut affranchi et élevé au sein de l'aristocratie. Il poursuivit ses études jusqu'à l'obtention de 2 doctorats, en droit et en philosophie, et plus tard, il enseigna au sein du système universitaire allemand. Amo fut le premier noir africain à faire des études universitaires en Europe. Il a été inscrit ici sous le numéro 488, le 9 juillet 1727. Amo fut amené enfant en Europe par la Compagnie hollandaise des Indes orientales et offert en cadeau à un duc allemand. Ce duc libéral l'affranchit et prit en charge ses études. Ce qui est apparu quand ces marchandises ont commencé à parler, c'est qu'ils ont exprimé les 2 poids 2 mesures du capitalisme moderne et les problèmes dans son processus de rationalisation. Je crois volontiers que les nègres sont naturellement inférieurs aux blancs. Une différence si constamment observée ne peut se fonder que sur une distinction originelle opérée par la nature entre les races humaines. David Hume, le penseur le plus proche d'Adam Smith. Avec Amo, vous avez d'abord la question de la rationalisation anthropologique. Amo a écrit sur l'égalité des morts en Europe. Et le simple fait d'écrire là-dessus, l'acte même d'énoncer son point de vue, a cassé l'idée que quelque chose en lui, de par sa race, faisait de lui un outil. René Descartes a décrit la réalité comme étant duel, avec d'une part l'esprit et de l'autre le corps. Amo, de son côté, a dit que si l'âme était vraiment distincte du corps, elle ne pourrait rien ressentir. Amo a donc commencé à réfléchir sur ce qui faisait qu'ironiquement, la rationalité et la raison étaient utilisées contre la réalité et la raison.
Si l'on se penche sur les arguments d'Adam Smith, on constate qu'il décrivait une sorte de système idéal, mais paradoxalement, un monde sans êtres humains. Les gens ont tendance à vouloir être libres, à avoir des valeurs. Ils ne sont pas si prévisibles. Au XVIIIe siècle, la pensée critique